il y avait dans ses yeux un truc. En fait, personne ne doit avoir vécu ça. Je pense dans l'entièreté de ma vie, je n'aurais pas vécu le tiers du quart de la moitié de ce que je voyais dans ses yeux. C'était horrible. Et là, j'ai cru que j'allais devenir folle. Parce qu'elle était vraiment jeune. Bienvenue pour un nouvel épisode de La Voix du Yéti. Dans cette saison 3, nous nous trouvons aujourd'hui chez Sparks qui nous reçoit dans ses différentes salles de réunion. Notre nouveau partenaire de l'année nous reçoit aujourd'hui dans sa boardroom et plus précisément dans le petit salon de la boardroom où nous rencontrerons aujourd'hui Christelle Delbrouck. Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, ravie de te rencontrer. Ça faisait longtemps, trop longtemps. Ça faisait longtemps. Christelle, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu, s'il te plaît, te présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Christelle Delbrouck, je suis comédienne, scénariste, autrice. J'habite à Gembloux. Et voilà, je pense que c'est déjà pas si mal, non ? Effectivement, et aujourd'hui on t'a invité d'abord pour ton talent, mais pas que, également parce que ça fait pas mal de temps qu'on te suit sur les réseaux, notamment tout le travail que tu as fait également lors des sans-papiers. On t'a beaucoup entendu, beaucoup de coups de gueule, mais tu as été beaucoup sur le terrain. Et aujourd'hui, tu sors également un livre. C'est vrai. Ce qui l'émeut. Ce qui l'émeut, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce qui l'émeut et ce qui fait que tu t'es amené à écrire sur ces femmes ? Alors, Ce qui l'émeut, c'est un livre, c'est le résultat de mon travail dans le cadre d'un certificat universitaire en transition sociale et résistance. Et en fait, c'est le résultat de mon travail sur l'année. Et comme terrain de recherche, donc c'était en anthropologie, j'hésitais justement entre le terrain de la migration ou le terrain des paysannes. Et puis j'ai choisi les paysannes parce que je me disais la migration, ça va me prendre trop de temps, puis ça va vraiment être trop dense. Et en fait, les paysannes, ça m'a pris énormément de temps, puis ça a été très dense. Donc voilà. Et c'est vrai que ce sont deux sujets qui sont essentiels aujourd'hui. Il y a deux enjeux socio-économiques importants. Et donc, on va commencer par le monde de la paysannerie et surtout de ces femmes que tu as rencontrées dans ce travail. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans ce travail-là ? Alors, ce travail-là, ce qui est fou, c'est que moi, je suis issue de la province de Luxembourg. J'ai grandi là-bas dans un milieu... mes grands-parents m'ont élevée et chez mes grands-parents, il y avait des poules, des lapins. On tuait le cochon dans la grange. Il y avait une grande vache, une petite vache. On attendait que la petite vache grandisse pour tuer la grande vache. Et puis, et on partageait la nourriture avec tout le monde. Il y avait le potager. Alors que mes grands-parents, c'était pas leur métier de base. Mais en fait, avant... Et on oublie ça très très vite. Et quand je dis avant, c'est pas il y a 1000 ans, c'est vraiment il y a encore 40-50 ans. Chaque personne, en tout cas en ruralité, avait un petit lopin de terre, cultivait sa nourriture, était relativement autonome en termes de nourriture. Et moi après, j'ai quitté la province de Luxembourg, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, avec des gens qui me disaient « Ah oui, vous avez l'électricité chez vous !» Donc bon, j'ai gommé une partie de mon accent. Et j'ai l'impression que pendant des années, j'ai un peu fait semblant, comme si cette partie de moi, là, je m'en étais extirpée, parce que voilà. Mais en fait, non, on s'extirpe jamais d'où on vient. Et je pense que je suis profondément paysanne et ancrée dans la terre, vraiment très fort. Donc j'y suis retournée avec beaucoup de plaisir et je me sens même mieux d'y être retournée. Voilà. Tu racontes dans ton livre aussi que ta grand-mère te demandé d'aller chercher le lait, d'aller chez la fermière et que tu caressais le veau. Donc c'est un retour aux sources, c'est une Madeleine de Proust. C'est un retour aux sources, c'est un retour au sens. Mes grands-parents avaient vraiment un bon sens populaire et pas le bon sens populaire comme il est utilisé maintenant par l'extrême droite, par exemple. Parce que ça, on entend. Le terroir est en train d'être récupéré. Oui, c'est ça. Est en train d'être récupéré dans tous les sens. Et ça, non. Mais il y avait comme une logique de, en fait, ce qui te nourrit, prends-en soin. Tu dois prendre soin de tout, mais donc on prenait soin de tout le vivant, que ce soit la terre, les arbres, les animaux, Alors c'est peut-être quelque chose d'un peu ésotérique. Mes grands-parents avaient aussi la religion en plus, mais ça, moi, j'ai vite quitté. Donc ma religion reste plutôt dans le vivant que dans on ne sait pas quoi. Mais donc, oui, c'est vraiment le retour au bon sens, en fait. T'es comédienne, ouais. Improvisatrice. Oui. On a vécu ce milieu-là tous les deux. On sait qu'à un moment donné, on part un peu la tête dans les étoiles et des fois on se déconnecte un peu et le sens on le trouve pas toujours. Comme ici c'est vraiment, quand tu dis ce retour au sens, qu'est-ce que tu recherches maintenant, aujourd'hui, Christelle ? Vu que je suis comédienne et qu'il se trouve qu'en plus la collection ethnopoétique, etc., les éditions Academia me permettent
d'éditer ce bouquin-là, en fait, je me dis, il faut que j'ai l'impression que je n'ai pas la force nécessaire pour modifier fort les choses. Par contre, ce que je peux faire via mon métier, via mes canaux de communication, c'est mettre un petit coup de projecteur sur les gens qui y parviennent. Donc en fait, il y a énormément de gens qui font bouger les choses, qui arrivent à... Moi, que j'admire énormément, qui font des choses hallucinantes, mais sauf que ces personnes n'ont pas le temps de communiquer dessus. Elles ne sont nulle part dans le paysage fictionnel ici en Europe. Par exemple, les paysannes, si on en voit à la télévision ou au cinéma, ce sont les femmes, les filles ou les sœurs d'eux, mais elles ne sont jamais vraiment, elles, au centre, parce qu'on s'en fiche un peu, elles n'existent pas vraiment. Alors que dans le fond, c'est elles qui nous nourrissent, et c'est super important. Et donc moi, je me dis, ok, dans les années qui me restent à travailler, à vivre ici, si je peux, ne fût-ce que mettre un petit coup de projecteur sur les gens qui font bouger les choses. Bon, voilà, moi je les aurais peut-être pas fait bouger, mais au moins j'aurais montré qu'il y a des gens qui le font, et peut-être que d'autres auront la bonne idée de le faire aussi. Je peux raccourcir en disant, tu es porte-voix de ces femmes qui t'ont touché. C'est ça, c'est un peu ça. Comme un petit gueulophone qui fasse, ok, c'est là que ça se passe. Ok, voilà. Bien, on va en parler. Parle-moi un peu de ces 4 premières femmes que tu as rencontrées. Qui sont-elles et qu'est-ce que toi tu as découvert chez elles et sur leur statut? Alors, sur elle, vraiment, la première que j'ai appelée, c'est une nana que je connaissais, on s'était déjà croisés dans un autre projet, Isabelle Martin, qui est éleveuse dans les Ardennes, du côté de Rossard. Et en fait, elle est en totale contradiction avec le milieu agricole tout autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle est anti-pesticides, elle est pro-prairie permanente, elle a des vaches laitières, mais d'une race complètement rustique. Le blanc-bleu belge, elle n'en veut pas. Il y a tout un truc où son engagement, il est permanent sur chaque choix qu'elle fait. Et c'est parfois très difficile parce qu'elle est vraiment en contradiction avec... ce qu'il y a autour d'elle, et donc en fait elle est... Même avec d'autres agriculteurs, oui, finalement, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculture, finalement, de masse, où on réfléchit au rendement. C'est ça. Parce que le rendement, on a X hectares et on a besoin de faire rentrer l'argent, parce que les machines coûtent déjà un prix, un pont, les familles sont endettées. Mais alors elle a très peu de machines, évidemment. Elle a un petit véhicule qui lui permet d'amener la paille et le foin, etc. dans les étables. Et sinon, elle a son petit utilitaire pour aller dans les prairies et voir comment vont les vaches. Elle a très peu d'outillage. C'est des fourches. Enfin, elle préférait l'élevage, tu écris dans ton livre. Oui. Elle, c'était vraiment l'élevage, le contact avec les animaux. Et surtout, alors, c'est ça qui est dingue, parce qu'elle dit, oui, faut attention, quand on rentre dans l'étable, fais attention, parce que les vaches, elles sont un peu... Bon, elles ont leur petit caractère, quoi. C'est des blondes d'Aquitaine, elles sont quand même un peu... En fait, elles sont comme elles, exactement. C'est pas des... Voilà, les vaches, elles ont leur petit caractère. Ouais, elles sont têtues, elles ont leur... Et c'est génial parce que c'est comme Isabelle. Isabelle a le même truc. Et donc, en fait, quand elle va pailler le soir ou quand elle va... quand elle fait des choses, en fait, elle rumine. C'est vraiment le terme qu'elle utilise, et ruminant, enfin bref, elle rumine, et alors elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur, et elle est au milieu de ses vaches, et quand elle a fini, elle fait « Ah, ça va mieux !» Et les vaches l'ont regardé, ont bien pris le truc, et en fait, on voit comme si elles étaient « Ouais, ça c'est vrai. » Il y a comme un côté acquiescent de la part des vaches, là, qui est quand même vraiment très très drôle. Tu dis aussi, en parlant de ces vaches, justement, chez nous, quand on ne fait pas du bleu-blanc belge, t'es vu un peu bizarrement. Oui. Tu dois rentrer aussi dans un modèle agriculteur. Oui, il y a vraiment un modèle. Et alors, c'est marrant parce que j'ai lu énormément pour ce bouquin-là. Et des choses qui ont été écrites récemment, puisque tout ce qui a été écrit avant, en fait, elles ne sont nulle part. Les paysannes n'ont pas leur place dans... Avant quand? Alors, le premier travail en Belgique francophone, travail académique, le premier mémoire, a été fait en 2021. C'est hier, quoi. C'est hier. C'est Astrid Herral. Et d'ailleurs, Astrid, quand je lui ai parlé, elle a dû commencer son mémoire en études de genre. Elle a voulu prendre ce sujet-là parce qu'elle bossait à la FUGEA, qui est un syndicat agricole. Et elle n'avait pas vraiment de base pour commencer. Elle a dû faire des fouilles, aller chercher dans des textes théoriques et plutôt écoféministes, pour le coup. Plutôt féministes un peu partout pour essayer de trouver des bases, aller chercher dans la philosophie, etc. Parce que des vrais textes qui parlaient de ce sujet-là, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agricultrices? Il y en a plein, mais elles ont eu le statut très tard. En fait, dans les fermes, mais ça c'est vraiment historique. Le problème, il a été politique dès le début. C'est que les femmes, par exemple, pendant la guerre de 14 et puis pendant la guerre de 40-45, celles qui géraient les fermes, qui géraient la nourriture, qui ont tout géré pendant que les hommes étaient partis se faire tuer pour des raisons, on n'en parlera pas. Mais donc voilà, quand les hommes sont revenus, enfin le peu qui sont revenus, en fait les États ont dit il faut les récompenser.
Et donc, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a filé des tracteurs et on a enlevé des droits encore aux femmes. On leur a repris l'outil qu'elles utilisaient là et on fait, mais de toute façon, t'es la fille, la sœur ou la femme d'eux, et donc tu te tais, c'est bon. Et donc, elles n'ont pas eu de statut officiel avant 2000, je pense que ça a commencé en 2003, mais le vrai statut final date de 2005. Mais donc, c'est vraiment là. Avant, elle n'existait pas. Elle faisait partie de la ferme comme les tracteurs ou la machine à traire. Il n'y a pas un quart de siècle, en fait. Non, c'est vraiment tout neuf, là. Et donc, ça veut dire qu'elle n'avait pas droit à des congés de maternité, elle n'avait droit à rien. Et il y a encore des femmes maintenant qui n'ont toujours droit à rien parce que dans leur milieu, on a décidé de ne pas les déclarer comme agricultrices. Parce que sinon, elles sont aidantes. Mais même elles sont pas vraiment, parce qu'en fait, si on les déclare comme telles, il faut payer des cotisations pour qu'elles aient droit à une pension après, etc. Et en fait, il y en a plein qui se disent pourquoi payer alors qu'on a eu un service gratuit depuis toujours. Donc, on va pas payer pour ça. Et donc, ça veut dire que si elles sont dans des situations familiales qui sont un peu tendues, elles sont obligées de rester dans la ferme puisqu'elles n'ont rien. Et si elles veulent partir, elles partent avec leur chemise, en fait. C'est ça. Et puis peut-être avec leurs enfants, sauf si on en a besoin sur la ferme. Donc voilà, le milieu est très dur et en même temps, c'est dans cette dureté-là, je trouve que la résistance naît. Isabelle, elle a été élevée dans ce milieu-là, on en parlait tout à l'heure, elle a vraiment été élevée dans ce milieu-là très dur et elle a décidé que, en fait, elle adorait ça, mais qu'elle voulait le faire autrement. Et que ce pourquoi elle voulait être agricultrice, c'est parce qu'elle voulait être vraiment paysanne dans le sens noble de paysanne, c'est-à-dire qui façonne le paysage. Donc elle a des prairies permanentes, elle a elle a des vaches parce qu'elle veut des prairies permanentes. Il n'y a rien de moins rentable qu'une prairie permanente. Elle est fille de paysans ? Oui. Elle a hérité de terre ? Parce que on parle souvent de ça. On parle souvent aussi de transmission. Et c'est pour ça qu'on transmet souvent chez le fils. Oui, c'est ça. J'ai connu des familles de paysans où, si l'aîné ne reprenait pas, il pouvait y avoir 2 filles après, c'était le suivant, le fils bien d'après. sûr. Les filles, elles ne comptaient pas. Les filles ne comptaient pas et elle n'a pas vraiment hérité. Elle a réussi à récupérer quelques terres qui appartenaient à sa famille, mais ça, c'est une situation familiale un peu complexe. Mais donc elle l'a vraiment fait, elle, avec son mari. Et voilà, ce qu'elle a fait là, ça vient vraiment d'elle et pas de la famille. Et ça, c'était aussi une grande bouffée d'oxygène que j'ai eue dans ton livre. Au début, je me suis dit, tiens, on va parler donc de ces femmes, on parle de ce statut précaire, donc on parle d'un combat féministe, tout à fait légitime. Ouais. Et donc, je me suis dit, on va entendre ces femmes et on ne parlera pas d'hommes. Eh bien, dans tout ce paysage-là, derrière toutes ces femmes, on rencontre des hommes également qui finalement jouent un rôle qui change aussi. Tu peux en parler un peu, ce que toi, tu as découvert de ça ? C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure en off. Là. En fait, je trouve qu'il y a des gens, de temps en temps, qui parlent de transition, etc., et qui en parlent, oui, alors il faut faire, etc. Et en fait, il y a des gens qui sont sur le terrain qui sont déjà plus loin. Ces nanas, elles sont en avance. C'est-à-dire que même par rapport à la réconciliation des genres, elles sont déjà un peu plus loin aussi. Par exemple, Isabelle, elle sait que si son mari n'avait pas été là, sans doute qu'elle n'aurait jamais fait le pas d'aller jusque-là. Il l'encourage, tu écris. Il l'encourage à fond. Elle manque de confiance en elle, en fait, Isabelle. C'est un monstre de femme et en même temps, elle a toujours besoin d'être rassurée. Et son mari, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Avec beaucoup d'humilité. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien entre eux. Et elle a un caractère de cochon et elle dit, bon, ok, moi, j'aurais pas pu me marier avec un agriculteur parce qu'on se serait étripé. Mais par contre, elle dit, je me retrouve dans un milieu intellectuel parce que son mari est plutôt au milieu intellectuel citadin. Et puis il lui dit, mais non, attends, parce que lui aussi est syndicaliste agricole. Et donc, en fait, le milieu agricole, ça le tente, mais plus du côté de la lutte. Lui, le plaidoyer politique pour essayer de voir comment on fait pour préserver le vivant, tout simplement. Est-ce que c'est pas lui qui tient aussi une boutique ? Attends, parce que je confonds peut-être avec d'autres hommes. Non, c'est un autre. Ça, c'est Julien. Ouais. Ah, voilà, Julien. Qui, lui, va tenir la boutique. Donc, ils ont inversé finalement le rapport où avant, l'homme était au champ et la femme tenait généralement en vente directe. On tenait la boutique. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, le lien avec l'extérieur, c'était comme ça. Et là, chez Manu, c'est carrément l'inverse. Mais parce que Manu, elle n'a pas envie de... Ça, c'est Manu et Julien. C'est ça. Alors, Manu, elle est juste formidable, parce qu'elle dit, mais moi, en fait, la boutique, ça l'emmerde, mais profondément, quoi. Elle dit, mais ça va de discuter avec les gens un peu au printemps, puis à partir d'un certain moment, en fait, les gens l'emmerdent, parce que les courgettes sont pas calibrées, parce que voilà, et parce qu'on lui dit, vous pourriez être plus avenante, mais elle s'en fout d'être avenante, elle veut travailler la terre. Donc, en fait, il y a tout un truc où aussi on demande aux femmes des choses particulières, et si elles n'ont pas envie de les faire, eh ben, elles prennent la liberté de ne pas le faire. Et je trouve, mais Manu, d'autant plus, c'est d'une force dingue aussi, parce qu'elle est
Elle est partie, elle était du Brabant wallon, elle est partie en Gaume, et là, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait du maraîchage maintenant. Elle a engagé 2 nanas qui ont des petits soucis de santé mentale, mais qui donc, du coup, sont en train de se soigner tout en travaillant la terre, parce que c'est ça qui soigne aussi. C'est ça, c'est le rapport au vivant, il n'y a rien à faire. Quand on s'en détache, on n'est pas bien, et parfois, le retour aux sources, c'est juste, et les nanas, elles sont super contentes d'être là. Parle justement de ça, donc du soin. Il y a une de ces dames qui fait un burn-out. Oui, alors qu'il travaille dans une usine pharmaceutique. Elle bossait pour, on ne citera pas la marque. Non. Bref, et donc elle était persuadée elle était dans la recherche, et elle était persuadée que ce qu'elle faisait là... Son prénom à elle, c'est Isabelle aussi. C'est Isabelle, hein. Oui. Et en fait, elle était persuadée que ce qu'elle faisait là, elle sauvait des vies, puisqu'elle était dans la recherche pour les médicaments. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, elle faisait fonctionner un système qui peut-être même les tuait, les gens. Et c'est débile parce qu'elle était de toute façon dans sa vie, elle avançait dans sa vie, elle s'est rendue compte que ça fonctionnait plus, c'est son pouce qu'elle a lâché en premier. Donc c'est le pouce à pipette. C'est son pouce qu'elle a lâché en premier. Oui. Donc elle était laborantine et elle ça. prenait les pipettes pour faire des tests, des échantillonnages. Et son pouce ne voulait plus, n'a plus voulu. Le pouce a lâché, a fait stop. Et puis donc elle s'est retrouvée... C'est le corps souvent qui parle. Oui, c'est vraiment le corps. Et alors après, elle était avec des collègues super bien, la boîte était chouette, et donc ils ont fait, ok, c'est pas grave, viens travailler dans les bureaux. Et là, ça n'a plus été du tout, c'était l'enfer. C'est le bon bug. Oui, et vraiment, ça a tout bugué. Et elle, à nouveau aussi, elle a une chouette famille, elle a un super chouette mari, et donc c'est super cool parce que lui aussi, il encourage à dire, ok, prends le temps qu'il te faut pour te remettre, parce que ça prend du temps de sortir d'un burn-out. Il faut déjà le reconnaître. Il faut le reconnaître. Après, on culpabilise généralement ensuite. Oui, parce qu'en plus, c'est une bosseuse, quoi. Donc, et puis là, oui, elle a suivi une formation au CRAB, à SBL, qui est un truc de formation par justement le maraîchage, etc. Et elle a rencontré là, pendant sa formation, Delphine, qui était là aussi. En fait, elles ont dit, c'est con. Et Delphine qui bossait dans l'Oreca, elle avant. Et c'est aussi son corps qui a fait... En fait, son corps voulait plus. C'était trop, les horaires, les trucs, ça fonctionnait pas. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans le maraîchage, tu as quand même aussi des horaires, et le corps il est quand même il prend mais vraiment cher. Et donc, mais ça va. Et Delphine, ça va maintenant. Mais je trouve ça génial de sortir. Et elles se sont associées toutes les deux. Oui. Et les maris sont aussi toujours autour en support et en encourageant. C'est ça. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a vraiment pas d'exclusion du tout, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce que j'aime bien justement dans cette démarche-là, c'est que c'est tous ensemble. On ne prend pas un genre pour en exclure un autre, on ne rechigne sur rien, et on décide tous ensemble d'aller vers le vivant. Mais parce que, en fait, si on réfléchit, ça n'a vraiment aucun sens. Après, moi, je suis aussi dans la lignée des luttes féministes, etc. Et je trouve ça vraiment important qu'il y ait des nanas qui disent à un moment donné, en fait, stop. Peut-être qu'il y a besoin d'aller très loin dans la lutte et dans la rage pour enfin pouvoir revenir à un niveau de nuance. Mais j'ai l'impression que de nouveau, elles, vu qu'elles sont dans un cheminement collectif et puis surtout un cheminement il n'y a rien à faire. Le cheminement paysan, agricole, il y a un rythme particulier. J'ai l'impression que la pensée prend le temps de se former et donc ça va plus loin. C'est plus robuste, en fait, pour parler comme Olivier Amand, c'est plus robuste, quoi, vraiment. Là, c'est de la robustesse dingue. Alors que pourtant, c'est trash, quoi. Les corps, ils prennent. Prenons ce duo de femmes. Tu dis, on en est au balbutiement. Elle commence. Elle commence. Comment ça se passe pour elle? Parce que ça doit être angoissant. Tu quittes une société pharma avec ton assurance vie, l'assurance pension. On te met dans une cage dorée, j'ai envie de dire. Et là, tu te retrouves quelque part les doigts dans la terre. Oui, mais comme elle dit, Isabelle, en fait, il n'y a plus rien au-dessus. C'est-à-dire que ce qu'il y a au-dessus, ça va être... si elle passe dans le verger, ça va être les branches d'arbres, et après, c'est le ciel. Il ne va pas y avoir de... Ou alors la serre, quoi. Mais je veux dire, il n'y a plus personne... En fait, ce qu'elle fait là, c'est son choix à elle. Il n'y a pas un truc, c'est pas la société qui a décidé pour elle, c'est pas son mari qui a décidé pour elle, c'est pas son patron, ni ses parents, ni sa famille. C'est elle qui a décidé de faire ça. Et en plus, elle le fait, je pense, pour les bonnes raisons, qui sont, j'ai bossé dans une usine pharmaceutique pendant des plombes, et elle se rend bien compte que les produits phytosanitaires qu'on met sur la salade va nous empoisonner, nous donner le cancer, que la même entreprise qui crée les produits phytosanitaires, il va créer les médicaments pour te sauver. Donc en fait,
ça les arrange bien qu'on soit malade, ça les arrange vraiment bien. Et elle est là, elle veut faire tout l'inverse. Elle fait, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que personne ne soit malade. Christelle, j'ai le sentiment qu'on en est au stade où on n'a plus besoin d'avertir les gens, tout le monde le sait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque chez nous? Je ne sais pas. Je pense que c'est la peur et l'angoisse de tout perdre. Alors qu'en fait, je pense que tout perdre nous ferait du bien. C'est débile ce que je veux dire. On gagnerait beaucoup de choses en fait. Oui, moi je vois là, par exemple, pour prendre un truc là, cette dernière année et demie, j'ai fait une course aux appels à projets. Parce que je voulais essayer de trouver le moyen d'avoir un peu des sous dans mon travail. Et en fait, tous les appels à projets, je les ai foirés parce que je suis nulle, je sais pas me vendre. À partir du moment où j'ai décidé j'arrête les appels à projets, déjà j'ai dormi mieux et ça ouvre plein d'autres portes pour rencontrer d'autres gens, pour aller voir des choses. Là, mercredi passé, il y a un jardin du côté de Jean Blou qui s'appelle Iki Croc et c'est un jardin partagé où on peut aller maraîcher le matin. Donc voilà, il y a une maraîchère et puis il y a des gens qui viennent. C'était super cool. Et donc, il y a des éducateurs qui débarquent avec des autistes. Et donc, on ramasse le pourpier, tout le monde ensemble. Et puis voilà, puis tu t'es là par terre, t'enlèves 2-3 araignées, tu manges un bout d'épinard. Mais donc, ça veut dire que tu as les genoux dans une assiette quand tu es au milieu des planches de culture. Et donc, en fait, quand tu te rends compte de ça, tu vas prendre soin de ce qui se passe là. L'araignée, tu n'en as pas peur. La personne autiste à côté de toi qui fait des bruits bizarres, t'en as pas peur non plus. Enfin, tout le monde est sur la même ligne. Et en fait, c'est ça la base, je trouve, le sens, c'est de se dire, il faut arrêter de voir en vertical. On a toujours l'impression que les gens qui sont en haut vont nous amener les solutions ou vont nous broyer. Mais alors ça va être très anarchique, mais voilà, je préfère vraiment qu'on bosse par petits... On a l'habitude ici des anards. Ok, t'inquiète. très bien. Mais voilà, restons à l'horizontale, quoi. À l'horizontale et avec... Oui, n'attendons pas finalement d'être aidés, d'être sauvés. Sauvons-nous nous-mêmes. Oui, puis c'est surtout le truc, la façon dont c'est expliqué là maintenant, c'est que ce qu'il arrive là maintenant, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et si possible, quelqu'un qui ne pourra pas se défendre. Comme ça, on est sûr qu'on est tranquille. Et donc, toute la haine explose un peu partout sur des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils foutent là au milieu de tout ce bazar. Enfin, même la situation géopolitique, c'est ça qui se passe. Les gens sont... Qu'est-ce qu'on a fait pour? Toi, tu te considères comme comédienne militante. Aujourd'hui, tu milites. Mais je ne sais même pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, t'es engagé. » Oui et non, c'est-à-dire que, en fait, dans l'improvisation théâtrale, et je ne dirais pas le contraire, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit curieuse. Il faut qu'on puisse regarder, faire attention à ce qui se passe autour, etc. Bon, à partir du moment où on fait attention à ce qui se passe autour, on voit quand même qu'il y a des choses qui ne fonctionnent vraiment pas, qu'il y a des gens... Pourquoi moi, j'ai le droit de partir en vacances où je veux, parce que j'ai le bon papier. Enfin, maintenant, je ne peux plus trop partir. Je ne peux plus aller aux États-Unis, par exemple, parce que je pense que voilà, je suis fichée là-bas, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, il y a moi, je peux faire ce que je veux. Pourquoi moi, je peux, alors que la personne au Café Monde, avec qui j'ai mangé il y a 2-3 jours, Café Monde à Louvain-la-Neuve, qui accueille des exilés, etc., pourquoi elle peut rien faire? Pourquoi? Il y a un mot-clé, je trouve, par rapport à toi, qui est dans ton titre, c'est ce qui se meut, et tu en parles dès le départ. Hein. Ouais. Tu parles du mot se mouvoir, se mobiliser, se mettre en branle, se mettre en ordre de marche. Ouais. J'ai quelque chose que je ressens fort chez toi aussi. En impro, en théâtre, on peut être curieux de tout, mais on peut aussi tourner en rond longtemps, finalement. Ouais, peut-être. Tu vois, ouais. Et ici, j'ai l'impression que tu as trouvé des pôles, des choses sur lesquelles tu veux aller plus loin, tu ne t'arrêtes plus. C'est comme si, à un moment donné, quelque chose t'a profondément touché, peut-être. au fond de toi, et tu tires sur la bobine. Oui, peut-être, pour essayer de... de nouveau, j'ai l'impression que quand on touche à quelque chose, si quelque chose nous émeut, justement, nous tend, et qu'on se dit, tiens, il y aurait peut-être moyen que je fasse quelque chose de chouette là-dessus, on a envie d'essayer au moins. Parce que s'arrêter, sinon ça fait, ah ouais, ok, c'est bon. Et alors là, on se retrouve de nouveau dans ce qui ne fonctionne pas là maintenant, c'est-à-dire, ok, on consomme, quoi. On fait. Et parfois, la militance ou l'engagement, ça peut être ça aussi, ça peut être une sorte de consommation. Ah je vais travailler un peu, allez, j'ai été donné 2 invendus, et puis je vais faire AP. Mais en même temps, c'est hyper compliqué d'essayer de rester droit dans ses bottes et de ne pas se perdre dedans. Parce que parfois, si on veut aller au bout des choses, parfois on peut se faire manger un peu. Tu peux développer ça?
Par rapport justement à l'exil, la migration, etc. Moi, je sais qu'il y a des moments où il a fallu que je me recule vraiment. Comment ça s'est passé pour toi? Comment t'es entré dans ce mouvement-là? Qu'est-ce qui t'a touché? Quel a été le déclencheur? En 2015, j'habitais encore à Bruxelles et il y a eu ce camp de migrants qui s'est retrouvé au parc Maximilien, là où il y avait des milliers de tentes et donc des bénévoles qui venaient. Il y avait plein de gens qui venaient de Syrie, etc. Et en fait, l'Office des étrangers n'arrivait pas à traiter les dossiers. Enfin, n'arrivait pas ou ne voulait pas traiter les dossiers. Mais bref, il y avait quelque chose, il y avait une situation, presque une situation humanitaire en fait, qui était en train de se jouer dans ce parc Maximilien. Devant chez toi? Alors moi, je bossais beaucoup au Magicland Théâtre, qui était, franchement, c'est à 100 mètres à pied du parc Maximilien. Et donc, avec John Mossou, que tu connais sans doute, on a décidé un jour, on dit, bon, ok, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de sous, on ne sait pas quoi faire. On va mettre des costumes et on va aller faire un commando bonne humeur au milieu de ce truc. On va essayer de leur rendre un peu le sourire, quoi. Ça, on sait faire, les clowns, on sait faire. Et donc, on y va à deux. On parle, espèce de grommelot foireux, puisque de toute façon, les langues... Et... Il se passe quelque chose qui, moi, me bouleverse complètement. C'est qu'il y a des gens ils ont la même tronche que moi, juste ils sont plus bronzés. Il y a des gens, il y a une fille, elle ressemble à ma filleule. Alors, ok, ils sont plus bronzés, mais c'est les mêmes. Tu vois, c'est juste qu'on parle pas la même langue. Et à un moment, avec Jojo, on fait des trucs débiles. On avait une boule à facettes, on faisait disco ball, on mettait de la musique et les gens devaient danser en dessous, etc. Et il y a un type qui est au téléphone, un peu plus loin, etc. Et qui doit avoir, je sais pas, une vingtaine d'années, un truc comme ça. Et il est là, et on va un peu près de lui, etc. Et au début, il nous regarde un peu bizarrement. Puis bon, pour finir, il embraye et il demande pour prendre une photo. Basta. Et quelques semaines après, il y a une manif à Schuman, sur le rond-point Schuman, justement, par rapport à cette question d'exil. Et il est là. Et il vient près de moi, et dans un anglais aussi merveilleux que le mien, ça, vraiment, il n'y a pas à dire. Je comprends plus ou moins qu'en fait, lui, il est là, dans le parc Maximilien, mais que son père est avec sa sœur bloqué à la frontière turque, parce que lui, il a pris le chemin de la terre. Lui, le gars, il avait pris le chemin de la mer. Et en fait, à ce moment-là, son père et sa sœur, parce que son père voulait pas laisser sa sœur, c'est trop dangereux pour une petite fille, parce qu'elle avait 16 ans. Et donc, ils sont bloqués là. Ils ne savent pas s'ils vont se revoir un jour, parce que les filières sont absurdes. Ils ne savent pas s'ils vont se revoir. Son père est super inquiet. Et cette photo-là, en fait, il l'envoie à son père pour lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis toujours vivant et il y a des gens qui s'occupent de moi. » C'est vraiment ça. Et nous, on est deux clowns, John et moi. Et à partir de ce moment-là, ça m'entraîne à fond. Et après, je vais habiter à Jean-Blou. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça. T'as raison quand tu dis que ça t'entraîne à fond, parce que c'est ce que j'ai ressenti. T'étais à fond dedans. Oui. Et comment ça s'est passé après? Tu rentres chez toi et là, il se passe quoi? Tu te dis, il faut que je fasse quelque chose? Je devenais folle. Il y avait des moments, par exemple, où je ne supportais plus la météo. C'est-à-dire qu'il y avait, quand il pleuvait, je me disais, putain, ils sont dehors, là. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que quoi? Dès qu'il y avait du vent, je faisais, la température descendait, je faisais merde. Il faisait trop chaud, je disais, la flotte. Oui, bien sûr. On a eu le gel, on a eu la flotte, on a tout eu, quoi. Bien sûr. Et après, ils se sont fait chasser par les flics, par les trucs. Il y a eu tout un truc qui même encore maintenant, je me dis, mais pourquoi? Et avec Valentin Delieu, tu vois qui c'est Valentin Delieu? Voilà, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais si je le dis. Avec Val, à un moment donné, on s'est retrouvés dans l'équipe parce qu'il y avait des petits trucs où tu pouvais t'inscrire pour faire des coups de main. On a été une fois là dans le parc Maximilien. On était le matin, on devait arriver à 6h30 du matin pour réveiller les gens qui avaient dormi dans des bosquets avant que les flics n'arrivent pour ne pas qu'ils se fassent choper. Je pense que c'était horrible. Ils dormaient dans des endroits absurdes, dégueulasses, dans des détritus, dans des choses. Et quand on les réveillait, ils se relevaient en sursaut, ils avaient l'impression qu'on allait les tuer. Et nous, on était là et on disait, non, c'est parce que de police. C'était horrible. Et donc, si la police venait, ils les prenaient, ils les renvoyaient en Syrie? Non, ils les prenaient et parfois, ils en ont gardé pendant... À ce moment-là, c'était absurde. Hein. Ils les gardaient parfois pendant une semaine au commissariat. Ils leur enlevaient leurs chaussures, ils leur prenaient leurs affaires, Cachot, leur téléphone. Cachot. Privation de liberté. Oui. Et parfois, ils allaient les retaper dans la forêt de Soigne, sans chaussures. Ils n'avaient plus leur sac à dos avec leurs papiers, leurs photos de famille et leur téléphone. Ils avaient gardé tout ça. Et ils les avaient bazardés. C'est débile. En plus, il y avait des mineurs là-dedans. Il y avait des gamins.
C'est la politique de l'asile et de la migration. En fait, on parle souvent de Trump et on parle de plein de choses, mais ici, ce qui est fait ici, et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on cache un peu ça. Non, oui. Puis ça arrange bien tout le monde qu'on ne sache pas trop ce qu'on fait. On va voir un plan large sur le parc, on va voir des personnes, on va parler des détritus que ça crée, des désagréments aussi pour les personnes qui habitent aux alentours. C'est ça. On va parler en termes de nuisance, de nombre et de nuisance, mais jamais on ira parler d'une personne, quoi. De dire, ok, cette personne-là, par exemple, elle a vécu ça. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui à un moment donné, ont hébergé des Syriens et qui elles-mêmes étaient hors la loi, je crois. C'était interdit. Oui. À un moment donné, on a essayé de criminaliser les citoyens et citoyennes qui abritaient, qui ouvraient leurs portes. On a essayé vraiment de criminaliser la solidarité. Ça va, c'est plus ou moins passé, mais il y a des gens là-dedans qui se sont fait prendre comme des passeurs pour des traite d'êtres humains et ce genre de choses, ce qui est complètement débile, parce que là on parlait de gens qui ouvrent leurs portes pour que quelqu'un puisse dormir dans un lit et avoir une soupe et un café, quoi. On parlait vraiment de ça. Ah oui, c'était traite des êtres humains alors. Ouais. Pour toi, comment ça s'est passé? Je ne sais pas si c'est fini, si tu continues. Parce que j'ai l'impression que tu as été impacté aussi. C'est quelque chose ça t'a bouffé aussi, non? Alors j'ai déménagé, j'étais habité à Gembloux. Alors déjà j'étais plus loin du parc Maximilien, mais en fait à Gembloux on n'était pas si loin que ça, puisque je sais pas si tu vois les pages absurdes de Facebook. T'es Gembloux toi, si. Enfin tu vois tous des trucs un peu de fierté locale là. Et il y a un type, donc il y a des stands de tir à Gembloux, et il y avait un type qui avait mis en substance un mot qui disait il y a des bougnoules tous les soirs à l'arrière de la gare de Gembloux qui veulent monter dans des camions au bord de l'autoroute, on n'a qu'à se donner rendez-vous le soir, on les tirera comme des lapins. C'était en substance, c'était ça, en résumé. Je pense que j'exagère à peine, c'était même pire sans doute. Et en fait sur le même temps ce message a beaucoup circulé, et donc le soir même il y avait 10 personnes à la sortie de la gare qui étaient là pour aider les gens à ce qu'il ne leur arrive rien. Donc en fait, on n'a jamais vu les gens avec leurs carabines et leurs trucs. Mais par contre, il y a des citoyennes et citoyens qui sont venus, qui ont fait ça, puis ça a pris de l'ampleur. Puis alors après, on est venu avec une table, on a amené du café, on a amené de la soupe, donc, du repas. Toi, tu déménages et tu te retrouves embarqué à Gembloux à servir du café. Oui. Et c'était super, c'était vraiment chouette. Mais là aussi... ça a été un peu loin. J'ai dû m'extraire un peu parce qu'on avait une maison en travaux et je ne pouvais pas héberger, moi, par exemple. C'était pas possible parce que vraiment, on est resté je sais pas combien de temps avec la maison ouverte. Enfin, on n'avait pas fini. On faisait les travaux nous-mêmes. Voilà, bref. Mais j'avais envie de les héberger. Et il y a sur quelques soirées d'affilée, là où on est là tous les soirs, il y a des ados, clairement. Il doit avoir, je sais pas, il y a 2 filles, un garçon, mais je suis pas sûr qu'ils aient 15 ans, je crois pas. Ils ont moins de 15 ans. Ils sont vraiment tout petits, quoi. C'est des gamins. Et ils viennent tous les soirs, mais on ne les voit jamais. Sans leurs parents? Sans leurs parents. Ils ont fait un groupe de 3, on c'est même pas sûr qu'ils soient frères et sœurs, mais c'est leur petit groupe de survie, quoi. Et ils ont, franchement, 14-15 ans. Ils sont là avec leur capuche. Tu vois, ils sont là. Ouais. Et tu vois jamais leur regard. Et donc nous, on est là, on fait... distribution de nourriture, c'était des pâtes, machin, et puis on fait le tour avec les gaufres, les trucs. Et ça, 2-3 soirs d'affilée, on ne voit jamais les visages. Et moi, à un moment, je fais, j'y retourne ce soir, il y a 2 filles là-dedans, quand elles partent là, dans les bois, les trucs... bref, je fais des petits sachets avec des serviettes hygiéniques, un petit savon, un petit gel pour les mains, un petit truc, un petit sambon, enfin, des petites bricoles que j'avais là chez moi. Et j'en fais 2, et en fait, je leur donne le soir même. Il y en a une qui ouvre le paquet et elle lève les yeux. Là, Steve, je suis pas sûr que tu aies déjà vu un truc pareil. Il y avait dans ses yeux un truc. En fait, personne ne doit avoir vécu ça. Je pense dans l'entièreté de ma vie, je n'aurais pas vécu le tiers du quart de la moitié de ce que je voyais dans ses yeux. C'était horrible. Et là, j'ai cru que j'allais devenir folle. Parce qu'elle était vraiment jeune. Et à un moment donné, quand elle a levé les yeux, je me suis dit, mais ça se trouve, elle a 12 ans, en fait. Et t'as déjà l'impression que t'as le sentiment que tu ne peux pas la laisser comme ça toute seule. Non, et donc il faut les ramener tous les 3, il faut qu'ils viennent dormir chez moi. Et en fait, je panique. J'ai la voix qui part dans les aigus. Je fais oui, en anglais et tout ça. Il y a Martine, une autre nana qui est là, qui fait non, Christelle, calme-toi, qui me un peu. Oui, mais c'est ce que. En fait, je pète un plomb un peu. Et là, je suis rentrée. Et j'y ai plus été. Je lui avais filé mon numéro de téléphone à la gamine. Je lui ai filé mon numéro de téléphone. Elle ne m'a jamais appelé. Une fois que tu es trop associé à l'expérience, tu peux plus.
Là, c'était trop. C'est que je pense que si j'y retournais, et puis que si j'en voyais que 2 sur les 3... Oui, tu te perds toi, en fait. Oui, il y a eu comme un truc, tu vois, où je comprends les gens qui peuvent vriller, qui peuvent devenir fous. Tu vois parfois dans la rue des gens qui parlent tout seuls et qui deviennent fous. Je comprends tout à fait. Franchement, quand j'ai vu le regard de cette nana, je fais, mais on fait comment pour aller de l'avant après ça, parce que... Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Enfin, pourquoi? Quelles sont les raisons de... Et donc, quand j'entends les politiciens qui parlent de grands remplacements, c'est que de la bouillie, en fait. C'est pas... Il n'y a rien d'humain là-dedans, ça me rend dingue. Oui, on est sur de l'idéologie. Oui, c'est ça, mais surtout en plus de l'idéologie qui est... Et c'est marrant parce que pour moi, l'exil, la paysannerie, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le corps des gens... même le féminisme, le corps des gens, le corps des femmes, la terre, le sol, c'est pas des territoires de conquête. Ça, c'est que du colonialisme, en fait. Il y a que des gens qui disent, en fait, moi, je suis tellement important que je vais prendre ça et que je vais rejeter ça. Mais en fait, c'est que du colonialisme. Que ce soit ça, le patriarcat, le capitalisme, les politiques d'asile, d'immigration qui sont d'une absurdité sans nom, c'est vraiment ça. C'est toujours l'appropriation d'un bien, d'une ressource, d'une valeur au profit d'autres, finalement. Oui, c'est ça. Alors que... Parce que si on prend le monde paysan, je viens aussi de ce monde paysan, mais plutôt du côté du Hainaut, dans le Tournaisie, il y a aussi un racisme de base, j'ai envie de dire. Tu vois, et quand tu vas en France, à Reims aussi, dans des mondes plutôt agricoles, par défaut, on n'aime pas l'étranger. L'étranger, c'est celui qui est de l'extérieur. Ça peut être n'importe quel étranger. Déjà, un gars de la ville, c'est déjà un peu un étranger. Alors, un étranger, tu vois, si en plus il vient d'ailleurs, qui parle une autre religion avec une autre langue, c'est fini. Bien sûr. Il y a ce côté-là, cette vigilance. Déjà, quand tu viens du village d'à côté. Ah oui, parfois, mais même tu sais, entre Ardennais et Gomé. Et Gomé, oui, mais voilà. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'il y a une forêt qui te sépare que subitement. Oui, et parfois c'est... il y a même le village haut, le village bas, et ça s'entend moyen. Tu fais, mais là, ça fait pas avancer le schmilblick, ça c'est sûr. C'est certain, mais du coup, quel est ton regard sur tout ça? Ici, maintenant, je sais pas où t'en es. Je sais que toi-même, finalement, tu deviens un public précarisé, si je puis me permettre, Christelle, parce que aujourd'hui, les subsides tombent. Tu me le disais tout à l'heure, mais t'as perdu combien de pourcents de ton travail? 70% des contrats payés, oui. 70% des contrats payés, parce que finalement, la culture, c'est subsidié. C'est pas quelque chose qui doit être lucratif. Oui, c'est surtout que là, en plus, je m'étais vraiment tournée vers les publics les plus précaires. On allait dans les écoles essayer de récolter la parole des 16-30 ans. C'est du socio-culturel? Oui, c'est ça. Et puis c'était dans le développement durable. J'étais dans plein de trucs. On était sur un projet aussi d'atelier d'écriture avec des étudiants sans papier, ce genre de choses. Bon, voilà. Tout ça est tombé. Il n'y a plus un bal pour ça, donc on fait non, le projet ne peut pas se faire. Donc ça s'est arrêté du jour au lendemain. Comment ça s'est passé, toi? Comment tu as vu ça? On a voté au mois de juin et disons que fin septembre, début octobre, tout était plus ou moins... donc sur 2-3 mois, tout est parti à la poubelle. Un peu comme pendant le Covid, en fait, on nous a dit qu'on devait arrêter et puis tous les contrats de travail sont tombés. C'était plus ou moins la même chose, sauf que dans ceux qu'on perdait pendant le Covid, ils nous disaient quand même « Ah ouais, non, mais attendez, il y aura peut-être quand même une petite compensation ». Là, c'est que dalle. On vous a dit oui. On avait un budget wallon, par exemple, justement pour un projet sur le développement durable. Et on dit, en fait, oui, on vous a dit oui, vous avez bloqué les dates, mais en fait, il n'y aura pas. Donc, vous n'avez pas de fonds. Donc, voilà. Et vous n'aurez pas accès au public, au truc, du jour au lendemain. Et les gens qui sont dans l'administration, qui sont dans les bureaux de la région wallonne, qui bossent dans le développement durable et qui doivent nous dire ça, ces gens sont défaits. Parce que c'est des projets sur lesquels ils bossent depuis pas mal d'années, c'est des choses dans lesquelles ils croient, ils sont fonctionnaires là-dedans. Et ces gens sont défaits et ils se rendent compte que c'est eux les prochains qui vont se faire virer. Toi, tu es au service de l'outil. Oui. Et donc, à un moment donné, tu es quelque part la première ligne, c'est l'outil. Donc, tu es l'outil finalement de leur projet. Donc, on coupe l'outil, mais eux, ils se retrouvent sans rien. Et puis surtout, eux, à un moment, vu qu'ils bossent comme fonctionnaires, donc fonction publique, etc., ils voient bien qu'à un moment, en haut, ils vont faire des écrémages, des trucs. Mais donc, ils vont virer des fonctionnaires. Ça va être les premiers, vu que le développement durable, là, maintenant, dans l'accord de gouvernement actuel, développement durable, biodiversité, c'est nulle part. Ça n'existe pas. Ça a subitement disparu, comme si
Comme si le réchauffement climatique n'existait plus, comme s'il fallait plus faire gaffe à notre planète, quoi. Ça a disparu comme ça. Mais du coup, maintenant, tu sais que les subsides partent à la FN Herstal se sent bien, elle Oui, a pas mal de contrats. c'est bien. C'est cool. Tu te sens appelé, non? Oui, moi je trouve ça tellement génial. Parce que tu sais, maintenant tu fais les drones, donc ça veut dire que tu vois même pas les gens que tu tues, quoi. Ça devient ludique puisque c'est des drones. Ça me rend dingue. On en dingue. rit, mais on se dit, mais Ça me rend dingue. on voit pas la sortie de ce truc. On est dans un casus belli. Ouais, et puis surtout, on arrive en plus, je suis dans une génération, mais toi aussi, où la génération qui nous suit, ils ont l'âge d'aller se faire happer par ces gens-là pour bousiller leurs valeurs à tout jamais. Enfin, la guerre, c'est bon, j'en ai connu qui l'ont fait et ils sont pas revenus indemnes, on revient jamais. Et donc, quoi, est-ce qu'on va laisser la génération qui nous suit? Déjà, c'est la première génération qui aura moins d'espérance de vie que nous, parce que beaucoup plus pollués, ils vont avoir des problèmes de santé comme des sagouins. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça servait à quoi de les avoir là, quoi? Enfin, ouais. Comment tu t'en sors avec ce cœur que tu as, qui déborde, avec ce que tu vois maintenant? Comment tu négocies avec ça? C'est une excellente question. Je suis pas sûre que j'arrive vraiment à tout gérer. Mais en fait, j'ai des amis formidables déjà. Et des gens qui se bougent, etc. Donc ça, c'est super. Moi, je suis en couple avec un gars super, qui a un fils de 18 ans, qui est avec nous une semaine sur deux. Enfin, plus d'une semaine sur deux, parce que je l'aime encore bien. Et on s'entend super bien. J'ai des sœurs formidables. Et en fait, à chaque fois, oui, il y a quand même vraiment l'entourage qui est super cool et qui de temps en temps aussi font garde-fou, c'est-à-dire sentent bien que ça va un peu trop loin et donc font... Non mais alors, voilà, je vois bien parce qu'il y a peu de temps, à un moment j'étais vraiment loin dans la détresse profonde par rapport au monde extérieur et en fait, voilà, j'ai mes sœurs qui disent bon maintenant ça suffit et qui parfois sont dures, il faut maintenant ça suffit en fait. Je sais pas, prends-toi 3 jours à Orval, va à Orval, 3 jours, on s'en fout. Je suis plus catholique, je me suis fait débaptiser, ouais c'est pas grave, va à Orval. Et donc voilà, le truc c'est qu'il y a il y a des gens tout autour, et puis surtout il y a des gens qui bougent. Et par exemple le bouquin là, Je suis paysanne, le fait de rencontrer ces nanas là, moi ça me fait un bien fou. De savoir qu'en plus, je vais les rencontrer encore après, puis je vais en rencontrer plein d'autres, parce que je suis sur un autre projet artistique où on va relier Jean Blou au Havre en nous arrêtant dans des fermes tenues par des femmes avec une amie normande. Tout ça, on se dit, on va encore aller à la rencontre d'autres femmes, ça va être chouette, on va essayer de faire collectif autour d'elles, ça c'est super, c'est hyper grisant ça. On avait reçu l'année passée Marc Leux qui parle du monde matrilinéaire et il dit... il a écrit pas mal de bouquins là-dessus et où il explique que voilà, on a fini quelque chose et on doit monter d'un degré. Et le monde, tu parles bien du monde patrilinéaire, tu vois. Et donc là, on est vraiment sur autre chose, partir sur le monde du care, de la connaissance et du partage. Tu vois, et il disait, lui, il est très optimiste. Tu vois, c'est dur de l'être maintenant, donc ça fait du bien. Dès qu'on en a un, il faut s'y accrocher. Il faut s'y accrocher bien, à fond. Il disait, en fait, c'est comme le système est moribond, il est en train de s'accrocher à ce qui reste, tu vois, il bouillonne, mais on sent bien, et encore aucun invité, ou alors peut-être que je les sélectionne mal, mais aucun invité me dit « Ah non, mais il faut que le monde va bien », et il continue. On sent bien qu'on est à bout de souffle. Oui, c'est fini, il n'y a plus... On est au bout de quelque chose, ça, on a beau regarder la télé, il n'y a plus rien qui va. Enfin, ils sont beaux de dire que ça va aller, ça ira mieux que le budget est bouclé. On ne croit plus en rien. Non, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a aussi comme une petite espèce d'optimisme quand même. Pour citer, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Olivier Amand, qui dit que de toute façon, tous les gens qui nous dirigent là, c'est tous des vieux, ils sont en fin de vie, un peu comme le système qui est là, et donc de toute façon, à un moment, pour lui, dans 5 ou 10 ans, ce sera réglé. Maintenant, je ne sais pas du tout si ça le sera, mais en tout cas, ce que lui propose est déjà quelque chose de plus réjouissant. C'est-à-dire que il faut pas être les meilleurs, il faut même être médiocre. Oui, il faut aller dans la robustesse, aller dans le durable. Oui, et alors il explique par exemple, ça c'est sa phrase, moi c'est bon, je l'ai reçu, je l'ai vu à Namur, hein, et donc cette phrase-là. On l'a invité déjà, mais il est fort occupé pour le moment. Ouais, il est super occupé, et donc le gars il dit, par exemple, le pigeon, c'est un dinosaure qui a réussi. Parce que le pigeon était déjà là au temps des dinosaures, mais vu qu'il était moins... pas spécialement envie d'aller manger tout ce qui était là, etc. Enfin, il est moins performant, le pigeon. Mais sauf qu'il est toujours là.
C'est vrai. Et donc, enfin, moi en plus j'adore les pigeons parce que je pense que c'est l'oiseau le plus clown de toute l'histoire des temps. Ça me fait hurler de Et rire, tu sais les que pigeons. le pigeon, c'est le seul oiseau qui arrive aussi à faire un roulé-boulé quand le faucon le pique. En fait, il arrive à faire un cumulé de côté, si tu veux, Génial. et à éviter le faucon. C'est un oiseau remarquable, le Ben pigeon. ouais. Et il est très clown. Moi je le vois là, c'est le printemps. Et il drague tout ce qui bouge, il drague des corvidés, là faut pas qu'il fasse ça marchera jamais. Ça ne marchera pas. Non, il va sur la même branche, il y a un troglodyte qui va sur une branche, il passe juste derrière, évidemment il n'y a pas le même poids, la branche tombe, enfin, c'est un clown vraiment, c'est Pierre Richard le pigeon, j'adore. T'as lu le pigeon Bien. de Susskind ? Non. Ah, je te conseille. Ok, Pigeon de Susskind. Le gars veut sortir de chez lui, il y a un pigeon devant chez lui, il n'ose plus. ok, je vais aller lire ça. On revient un peu aux pigeons qu'on est dans notre société. Du coup, tu essaies de composer avec tout ça. Tu m'as parlé de ta famille. Tu m'as dit aussi, je ne suis plus catholique. Non. Comment tu vis une spiritualité ? Est-ce qu'il y a une spiritualité que tu partages ? Comment tu vis ça ? Je pense même que... donc je me suis fait débaptiser avec toute la vague de gens après les propos du pape François, là, sa sortie de Louvain-la-Neuve. Là. Et je pense qu'en plus, c'est parce qu'il m'avait déçu. J'aime encore bien ce gars. Et là, quand il a dit les trucs, il m'a vraiment profondément déçu. J'étais plus catholique, mais je le restais parce que voilà, c'est un choix que mes parents avaient fait pour moi. Et donc, ça coûtait pas grand-chose. C'est ça, je m'en foutais un peu. Mais là, sur ce truc-là, en fait, je ne voulais même plus cautionner ma présence dans l'institution. C'est-à-dire que, en fait, j'ai même pris personnellement ce qu'il avait dit, même par rapport à la place des femmes dans l'église, en disant que de toute façon, elle avait qu'à rester à sa place. Enfin, ma mère, ma mère, elle a les clés de l'église. Si elle n'est pas là, le curé ne sait pas quoi faire. Elle est présidente de la fabrique d'église. Est-ce que c'est ce qu'on appelait une grenouille de bénitier ? Alors, je ne sais pas très bien c'est quoi une grenouille de bénitier, mais sans doute que oui. La mais femme qui va tout nettoyer, qui fait partie des meubles, en fait. C'est ça. Et surtout, qui fait partie de la paroisse. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, la paroisse tombe à l'eau. Et ma grand-mère faisait ça avant aussi. Les paroisses, dans les milieux ruraux, ne tiennent que sur les femmes. Et donc, en fait, c'est comme s'il avait giflé ma mère. Et ça m'avait vraiment fâchée. Donc, je me suis débaptisée. Et depuis... Tu l'as dit à ta maman ? Oui, j'ai dû lui dire, parce que vu qu'elle est présidente de la fabrique d'église, je me dis, s'il y a un curé qui vient lui dire... Elle a pleuré beaucoup. Et franchement, on n'est pas pour faire pleurer sa mère, quoi. C'était l'enfer, vraiment. J'ai un peu regretté, mais en même temps, on en a beaucoup discuté et ça, c'était chouette. C'est une démarche forte. Oui, et je pense qu'elle l'a bien comprise. Il a fallu qu'on en parle. On en a parlé longtemps au téléphone. Mais voilà, elle l'a comprise. Et surtout, je pense que oui, ma spiritualité, elle est justement plus horizontale. Elle va se retrouver dans la nature, dans les plantes, dans ce qu'on mange parfois, dans les gens qu'on croise. Je trouve qu'il y a des gens qui sont hyper inspirants, qui font du bien à fond. Mais comme toi aujourd'hui. Arrête. Mais c'est vrai. Mais je trouve que, tu vois, il y a moyen d'avoir une spiritualité, un truc qui te fait du bien, et qui est dans l'être humain qui est en face de toi. Parce que, heureusement qu'on n'est pas tous complètement dépités et dire, de toute façon, l'être humain... Parce que franchement, notre espèce, là, elle serait pas là, ça irait très bien. Hein. Le monde irait beaucoup mieux. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait tous un suicide collectif ? Ou alors est-ce qu'on se dit, et à la fois, ok, on essaye de trouver des moyens de... On est vraiment sur la même longueur d'onde et à la fois, il faut pas longtemps, tu pars dans un parc, tu vois un père avec son enfant, une mère avec ses... Et on est ému. Et on est ému par l'humanité. Donc, Bien sûr. Il y a une forme de paradoxe là-dedans où on ne supporte plus ce que certains font faire à d'autres. Mhm. Et à la fois, on peut que se réjouir de voir à quel point la vie est belle et au travers de l'humain aussi. Oui. Cette humanité, elle est belle aussi. Elle est splendide. Elle est splendide. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Mais même dans la poésie, dans la façon d'essayer de trouver la beauté des choses, dans la façon d'essayer de trouver la nuance dans ce qu'on exprime. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que je pense que ce qui est en train de nous tuer aussi, c'est le manque de nuances absurdes. Des phrases beaucoup trop simples, sujet, verbe, complément. Les étrangers sont pas gentils. Enfin, ça va pas, ça. C'est quoi ce manque de nuances cruel ? Il y a le novlangue aussi qu'on installe de plus en plus. On nous empêche de réfléchir parce finalement, on réduit notre vocabulaire. Et c'est drastique. Oui, c'est ça. Et puis, dès qu'il y a des mots un peu chouettes qui arrivent, tout de suite, il faut qu'ils soient récupérés pour en faire autre chose. Moi, quand Emmanuel Macron parle de résilience, ça me fait tout doucement rire. Il n'a rien compris, ce type. On ne fait pas preuve de résilience. Les marchés
Les marchés internationaux ne font pas preuve de résilience, ça ne veut rien dire. Et donc, en fait, même les mots qui sont un peu beaux sont vidés de leur saveur parce qu'ils sont utilisés à toutes les modes, là, et donc ils ne veulent plus rien dire. Et tu fais, mais c'était beau à la base, pourquoi est-ce qu'ils salissent tout, tu vois? Oui, ils salissent tout. T'as c'est raison, vraiment... ils salissent. Oui, parce que les marchés internationaux font preuve de résilience, mais pas du tout. Ça ne veut rien dire. Non, ils spéculent et ils rebondissent finalement sur ce qui va créer une valeur monétaire. Oui, et puis Même le mot valeur, hein, dans le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, quand on parle de valeur, la première chose qui vient, c'est pas une valeur humaine, c'est pas l'égalité, c'est d'abord la valeur marchande. Tu vois, et il faut du temps pour que les gens se disent, ah mais en fait, l'éthique peut être une valeur. Alors pour certains, le patriotisme, ce qui peut être beau à l'époque, qui peut parfois être transformé également, mais il y a des valeurs comme ça, l'honneur. Tu vois, c'est con, mais moi, quand j'ai grandi avec un papa qui était né en 39, et il disait, tu l'as travaillé, l'honneur, c'est important, baisse pas les yeux. Tu vois, tu n'as qu'un nom. Tu vois, le rapport au nom. Et ces valeurs-là, elles disparaissent, elles sont un peu gommées. Ouais, il y a plein de choses qui sont gommées, parce que même le mot patriotisme, il est repris... Enfin, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, bon sens populaire, c'est repris par l'extrême droite. Et en fait, dans les milieux ruraux, ils vont chercher les gens dans les milieux ruraux en leur disant, regardez, c'est eux le problème. Mais non. Et en fait, il y a comme... Alors que, par exemple, pour en revenir à Isabelle Martin, elle sait qu'elle fait partie d'un mouvement paysan qui s'appelle la Via Campesina, qui est international. Et elle sait que ses valeurs à elle sont sans doute similaires à un petit agriculteur sur la cordillère des Andes. Et elle fait, ok, ça me maintient dans le lien permanent. Et donc, ça veut dire que mes voisins, mes voisines, tous les gens qu'il y a autour, en fait, ce sont les gens. Et de nouveau, c'est la vision horizontale, quoi. Ouais, ça me fait penser à... J'aurais bien cité la personne, mais là, elle me revient plus. Si le nom me revient, je te le dirai. Ce gars disait, il y a les gens un peu... Le monde, selon Attali, c'est les gens qui sont bien partout. Donc, tu as une carte de crédit, finalement, tu es bien partout, tu peux vivre partout, tu vas dans n'importe quel hôtel, tu vas retrouver ton repère, etc. Et il disait, mais les gens qui sont bien quelque part peuvent pas s'adapter à ça. Tout le monde ne peut pas parler 15 langues, tout le monde n'a pas envie d'être bien partout. Il y a des gens qui sont juste bien quelque part, qui ont leur lopin de terre, qui ont leurs voisins, et qui peuvent pas, et qui ne veulent pas s'adapter dans ce monde plastique avec des amis à usage unique, finalement. Bien sûr. Bien sûr, et je trouve que c'est... Allez, moi, j'ai l'impression, par exemple, depuis que j'habite à Gembloux, depuis que je suis avec Marc, etc., j'ai l'impression d'être arrivée. J'ai déménagé 13 fois avant mes 18 ans, dans la province de Luxembourg, j'ai beaucoup déménagé, etc. Et là, Gembloux, c'est pour ça qu'on prend vraiment bien notre temps pour faire les travaux. On aura fini cette maison plus tard. Mais j'ai l'impression d'être arrivée, et le fait d'être arrivée permet aussi de pouvoir bouger. C'est con, mais le fait d'être ancré, de trouver son point d'ancrage... Parce que tu reviens. Fait qu'on peut... Oui, parce que tu sais que tu y arrives. C'est débile, Marc a mis, il y a 3 semaines, une lumière extérieure. On n'avait pas de lumière extérieure avant. Et quand je rentre tard, puisque j'ai une vie d'artiste, donc parfois je rentre tard, lui, il a un boulot totalement normal, donc il va se coucher plus tôt. Mais si c'est que je vais rentrer le soir... donc que je rentre à la maison, mais qui sera tard, il allume la lumière extérieure. Quand j'arrive en bas de la rue, je vois déjà qu'il y a un petit halo de lumière devant ma maison. C'est un truc, c'est hallucinant. C'est un message d'amour. C'est hallucinant. C'est vraiment le truc où je fais, mais c'est chouette, je rentre chez moi. Il y a comme un et on se demande elle est où la spiritualité. Elle est dans l'ampoule devant ma maison qui est allumée quand je rentre le soir. C'est un peu ça. C'est la lumière. C'est la lumière. Ouais, non, il y a quelque chose de juste, et je me dis quand on est arrivé... en tout cas, c'est difficile pour moi de ne pas essayer de faire quelque chose par rapport aux gens qui sont encore en route, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de gens qui cherchent un endroit parce qu'ils sont perdus et parce que personne ne les aide. Si tu peux les aider à trouver un petit point d'ancrage quelque part, moi, le mien, alors n'en est que plus solide, en fait. C'est débile, mais mon point d'ancrage, il va pas se fissurer parce que quelqu'un d'autre en a trouvé un. Enfin, il y a un truc aussi où parfois on a l'impression que si on donne quelque chose à quelqu'un, on l'a perdu nous. Mais ça n'a rien à voir. La culture, l'éducation, les arts, la joie, si on la donne, on l'a pas perdue. Elle est même exponentielle. Il y a des gens aussi qui se disent, ouais, mais c'est... je l'entends souvent, hein, c'est de notre faute, on n'est pas assez combatif, on se bat plus assez pour nos droits.
Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es quand même sur le terrain, qui vois un peu les choses? Et on est trop laxiste, on est trop passif, on a encore trop de choses? Je pense qu'on a encore trop de choses, ça oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que quand on attaque des personnes plus fragilisées, que ce soit les chômeurs, que ce soit les gens qui dépendent du CPS, que ce soit les gens qui n'ont pas le bon papier, parce qu'on est quand même bien d'accord que par rapport à la migration, c'est ça. Si j'ai un souci, c'est pas le bon papier ou pas le bon nom sur le bon papier. Enfin, c'est absurde, une absurdité sans nom. Mais si on ne bouge pas, en fait, quand l'État, etc., agresse et violente ces personnes, ben les suivants, c'est nous, en fait. Et le truc, ils font, non, c'est pas grave, tant qu'ils font ça. Les gens voient plus trop les SDF, mais parce que je pense aussi que les SDF sont en train de leur rappeler qu'à tout moment, ils vont pouvoir se retrouver là aussi. Et donc, il y a comme un manque de réalisme aussi par rapport à ce qui se passe, en se disant, mais s'il y en a un qui tombe, en fait, on est des êtres grégaires, on ne peut pas vivre tout seul. C'est pas possible. Il y a un truc, les survivalistes là, qui se font un bunker, un truc, un machin, pour vivre tout seul dans... Franchement, moi, c'est une bombe nucléaire, je vais être la première à partir, que les choses soient claires, parce que j'ai pas envie de rester dans le truc après, à faire « Ah oui, je suis là dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus rien. » Là. Il y a des gens, je pense, vraiment, qui sont plus heureux dans le chaos, et qui sont faits pour le chaos, et qui sont prêts à ça, et qui... Il y a des gens qui... Will Smith. Will Smith, ouais, c'est une légende. Ah, mais c'est ça, il y a des gens qui n'ont pas leur place, mais quand tu vois un peu, il y a pas mal de personnes qui ont voté Trump, qui se sentent très très bien, pourvu qu'ils aient une arme, Oui, il y a des gens qui souhaitent, je pense, une vie post-apocalyptique. Ça, moi, ça va pas du rêve. Non, moi j'ai envie de lampions, de grandes tables, de bourris de bouteilles qui ont des capsules et des gens qui font et puis le voisin qui sort la guitare, quoi. Enfin, parce que sinon... Et même ça, je pense que le Covid nous a fait du tort. On a été obligés de rester chacune chez soi. Mais quelle erreur monumentale, parce qu'en fait, on a perdu de la nuance. Vu qu'Internet et tout ça, c'est vraiment basique. C'est de l'informatique, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est que, voilà, c'est de l'informatique. Et tu fais, mais à un moment, la vraie nuance, elle était là dans les fêtes de village, dans les bars, dans les bars de théâtre, dans les foyers, dans les trucs. Et là, il n'y avait plus rien. Tu fais... On va prendre un sujet justement qui demande de la nuance et qui parle quand même de ton métier, du rôle de comédien. On avait eu Dieudonné, on a maintenant... comment s'appelle-t-elle encore? Son nom échappe. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Ouais. J'ai regardé ce qui s'est passé dans son sketch, et puis alors là, dernière vidéo, elle déménage parce qu'elle ne peut plus se payer son appart. Cette liberté d'expression, ce rapport très clivant sur certains sujets, en particulier ici sur Gaza pour Blanche, où elle disait je suis sioniste de façon un peu... je suis antisémite, c'est ça. Je suis antisémite de façon finalement par humour et pour aussi Bien dénoncer sûr. quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'ils étaient deux dans ce sketch et qu'Émeric Lompré, il n'a rien eu. C'était plus facile de taper sur Blanche Gardin. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une femme et qu'elle fera moins de bruit. Elle était moins soutenue parce qu'elle est toujours un petit peu à la marge et qu'elle est caustique, etc. Qu'elle était dans des réseaux moins soutenus, moins soutenants. Je pense qu'elle est très très mal à l'aise par rapport à ça, Émeric Lompré, parce qu'il fait... il sortira pas du bois, il se fait discret, il attend que ça passe. C'est hyper compliqué. Et je me dis, en plus, et cette thématique-là, je trouve ça tellement débile d'être obligé de dire on est pour, on est contre, mais ça ne veut rien dire. En fait, on peut être pour la vie, bêtement. Et donc, pour la vie, c'est-à-dire arrêter de tuer des gamins qui n'ont rien fait. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, je trouve que le régime israélien, faut vraiment que ça s'arrête. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, on dirait des sales gamins dans une cour d'école qui bousillent tout le matériel qu'ils ont en place en disant et puis dès qu'on les regarde, ils font c'est pas moi, c'est eux, j'ai le droit et alors je vais continuer. Et on voit bien que ce type-là, Netanyahou, il reste accroché au pouvoir parce que si jamais il le lâche, il va en prison. Mais puis il s'en fout, il aille en prison. Enfin, oui, puis c'est généralement. Pour pas aller en prison, il tue des gens. Ça. Quoi. Maintenant, le nouveau truc, c'est quand tu as des problèmes dans les affaires intérieures, tu finis par créer des... C'est ça, parce que le roux américain, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Et je me dis, mais en fait, c'est d'eux dont il faut se méfier. C'est pas des Israéliens. Moi, j'ai une pote qui habite Tel Aviv, avec qui j'ai fait de l'impro en Allemagne. Voilà, quoi. Elle est juive et elle est tout aussi... Elle est
complètement à côté de ses pompes depuis le 7 octobre. Elle ne sait plus où se mettre, quoi faire, parce que c'est l'enfer de mettre des gens et de leur dire maintenant vous devez être pour un gouvernement qui est dégueulasse, qui tue des gens, mais en même temps, sous couvert de ces gens ont tué des gens de chez nous. Mais donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Mais après, il y a des messages qui disent les comédiens ne doivent pas faire de politique. Et pourtant, j'ai l'impression que tu fais de la politique. Toute l'action que tu as faite par rapport aux migrants, ton livre maintenant, c'est de la politique. Mais tout est politique. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas de la politique partisane, pour le coup. Parce que c'est ça, il y a politique et politique. Il y a la politique partisane comme ils le font au sommet de l'État, là, où en fait ils passent leur temps à se tirer dans les pattes et essayer de savoir quel est le bon moyen de communiquer pour rester au pouvoir le plus longtemps possible et conserver des privilèges que nous on leur donne en plus. Et puis les moyens qu'ils mettent. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a la politique dans ce qu'on fait. Tout est politique. Ce qu'on fait là est politique. Dieudonné a 60 ballets. Il doit faire maintenant des spectacles dans des granges avec son bracelet électronique. La pire hypocrisie, c'est que comme il va travailler, il peut déclarer pour son bracelet, il a une levée de peine pour pouvoir aller faire son spectacle. Par contre, il ne peut pas le faire en France parce que sinon la mairie l'interdit. Toi, quand tu travailles un spectacle, quand tu bosses là-dessus, il y a des sujets que tu t'interdis ? Non, il y a des choses auxquelles je fais vraiment attention, mais j'essaye de ne pas m'interdire des sujets. Par contre, il y a vraiment des sujets où je me dis, j'espère que... Surtout en impro, tu sais, quand tu n'as rien préparé, il y a des choses qui peuvent fuser comme ça. Et parfois, je me dis, pourvu que ça ne sorte pas aujourd'hui parce que j'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. Et dans la finesse, parfois aussi. Oui, il faut de la finesse, absolument. Ou alors, il faut quelque chose qui soit tellement gros qu'il en devient fin. Et ça, c'est compliqué de choper le truc. Et donc, parfois... c'est bêtement parce qu'on n'a pas les bonnes infos non plus et qu'on n'a pas envie que ce soit mal pris et que ça alimente des pensées qui seraient contraires à ce qu'on veut défendre. Donc voilà, mais c'est compliqué parce que tout est politique. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est jouer le connard. Tu vois, le comédien qui joue le salaud. Je pense aussi à Aurel San qui, au tout début, avait fait une chanson qui s'appelait Grosse pute. Et il avait sorti cette chanson pour dénoncer le mec qui disait ce mot-là. Tu vois ? Et... à un moment donné, il s'est fait fustiger par des mouvements féministes, d'ailleurs, en disant « mais faut pas traiter les femmes de grosses putes ». Mais c'est difficile, aujourd'hui, d'interpréter le connard. Oui, et puis c'est de nouveau un manque de nuances, de part et d'autre, parce que lui, il s'est très mal défendu sur ce coup-là. C'est très mal défendu. Et les féministes... En fait, il y a... Les féministes, c'est tellement... Et pas toutes les féministes, hein, je veux dire. Non, c'est ça, parce que il y a aussi des gens, quand on regarde des gens qui se revendiquent féministes et qui, si tu laisses la moitié, en tout cas plein de gens à l'écart de ton combat, voilà, les féministes qui sont contre les femmes musulmanes, je ne comprends pas. Je n'ai pas même des féministes qui seraient capitalistes, je ne comprends pas. Des féministes qui seraient fascistes, némésistes, je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. Le féminisme, vu que c'est pour l'égalité totale, je pense même, alors moi pour le coup, je vais peut-être rien plus loin, c'est peut-être de l'écoféminisme carrément, c'est l'égalité totale en être vivant. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc on comprend les trucs d'humour et on peut accepter telle ou telle chose. Et oui, il y a parfois des trucs où c'est un peu, ça va un peu trop loin, mais comme je disais plus tôt aussi, je sais qu'il y a quand même vraiment des moments où on en a tellement chié, nous les nanas là, qu'il faut parfois qu'on aille très loin dans le truc pour revenir à quelque chose de plus nuancé. L'exemple, c'est tout bête, mais c'est Virginie Despentes, elle a quelques années d'avance sur tout le mouvement, elle. C'est-à-dire qu'elle a commencé à dénoncer bien plus tôt les agressions sexuelles, etc. Elle l'a fait, mais vraiment à l'avance par rapport au mouvement MeToo. Elle était vraiment très, très en avance. Et puis là, le dernier bouquin qu'elle sort, Cher connard, tout le monde fait ah oui, il est quand même vraiment plus mousse, etc. Mais non, en fait, c'est un bouquin de réconciliation. Donc en fait, elle l'a déjà fait, sa colère de truc. Elle a déjà fait la dénonciation du truc. Et elle est dans l'étape après le féminisme. C'est-à-dire comment on fait pour se réconcilier dans le genre. Et je trouve ça super intéressant. Mais après, on ne peut arriver à se réconcilier que si on a vraiment shoté dans la fourmilière, parce que sinon, en fait, les gens vont faire ah ben voilà, elles vont trop loin, c'est dommage, alors que nous, on est là pour la paix. Mais en fait, je suis navrée, mais les dernières années, il n'y a rien qui est là pour la paix. Et même, c'est en train de s'empirer. On pensait qu'avec MeToo, ça irait mieux, c'est en train de s'empirer à mort. Là,
C'est hallucinant. Et je le sens, moi, alors que j'ai 47 ans, que je suis déjà dans la phase de péremption de la femme, etc., et que j'ai jamais eu à subir du harcèlement de rue, parce que j'ai la chance d'avoir le physique que j'ai, donc ça c'est très bien. Mais je trouve que la recrudescence de sexisme et d'une violence, c'est hallucinant, vraiment très fort. Ça me questionne justement sur, tu sais, et je vais prendre le temps vraiment de mettre la nuance également, quand on parle on est quand même issu en Europe d'une idée des Lumières universaliste. Et à la fois, il y a ce mouvement wokiste, donc de awake, pour vraiment ne pas le rendre péjoratif ce mot, mais vraiment où les minorités doivent se prendre en main parce qu'elles ne pourront encore une fois, n'attendre de l'aide de personne. Et donc, on doit aussi pouvoir, à un moment donné, se revendiquer ses droits, son égalité, etc. Comment on compose aujourd'hui le vivre ensemble et n'exclure personne, et à la fois avoir ce besoin justement de se retrouver en entité, j'ai envie de dire, en distinction du reste du monde? Comment on fait pour articuler ça? Je ne sais pas, c'est hyper complexe. En tout cas, ce qui fonctionne bien, c'est la remise en question perpétuelle. Là, moi, je me rends compte, j'évolue encore vraiment fort. À force de bosser dans des trucs, en fait, vu que j'ai envie de vexer personne, je me rends compte que je suis pétri d'une éducation patriarcale, d'une éducation blanche. Putain, je suis vraiment blanche, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Par exemple, en impro, les accents, j'essaie d'arrêter. Ou alors les accents qui viennent de chez moi. C'est-à-dire que je fais l'accent de l'endroit où j'ai grandi. Mais j'essaye d'arrêter les accents parce que, en discutant une fois à la fin d'un spectacle, il y a une personne racisée qui m'a dit qu'en fait, ça ne l'avait pas fait rire. Et je me dis, putain, on essaie de faire avancer les choses, on essaie de faire rire les gens, mais si on fait rire une communauté aux dépens d'une autre, qu'est-ce qu'on amène comme message? Et alors après, on va dire, ah ouais, mais ça c'est extrême, alors on ne peut plus rien dire. On va arriver dans le ne peut plus rien dire. Ben c'est faux. En fait, on peut même continuer à dire vraiment beaucoup, mais en incluant toutes les personnes qu'on a toujours laissées de côté et où on ne se rendait pas compte qu'on les laissait de côté. Mon avis, il évolue tout le temps. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, justement, en politique, tu as l'impression que leur avis est tout le temps le même, qu'il y a toujours et qu'ils ne bougeront pas, quoi. Ils ne bougeront pas d'un iota, alors que tu vois quand même que ce serait intéressant que ça bouge. Ils vont pas bouger leur truc alors que c'est important. Ma vision, par exemple, du voile, elle a radicalement changé. À un moment donné, je disais, ben non, il faut l'enlever, c'est la libération de la femme, le truc. Je dis, mais bon sang, si ça les aide, les femmes voilées, à être dans une société, à prendre place dans un groupe, dans une collectivité, et qu'on leur interdit d'aller à la piscine, de travailler dans une commune, d'être enseignante, ben en fait, c'est nous qui les mettons dans le truc qu'on veut dénoncer. On les maintient là-dedans. Et en fait, dès qu'il y en a une qui veut sortir la tête de la piscine, on prend son pied, on les chote dedans. C'est vraiment ça. Et je me dis, mais on se trompe, en fait. Il y a un truc où... Et surtout, essayer aussi d'arrêter de penser à la place des gens. Et ça, de plus en plus, justement, en lisant par rapport au truc des paysannes, c'est que tout ce qui est campagne a toujours été vu à partir de la ville. C'est-à-dire que c'est la ville qui définit à quoi doit ressembler la campagne. Si la campagne est belle ou si elle est triste. Si on va montrer dans un film, il y a quelqu'un qui se pend dans la grange, ou alors ça va être les Baudins et ça va être... on va bien s'en moquer et puis on va se foutre de leur gueule, mais ce sera toujours vu du niveau de la ville. Ça part rarement de la campagne. En fait, tu repars un peu sur le modèle de la commune. Si je reprends le modèle de la commune de Paris, le modèle communard. C'est tu remets la pyramide à l'endroit, c'est-à-dire sur sa pointe, c'est-à-dire d'abord nous, si on est citoyens, on va se représenter dans nos villages, dans nos communes, on va élire des gens et on leur délègue une partie de notre pouvoir. En fait, c'est très suisse presque, j'ai envie de dire ce que tu fais. C'est le retour de la démocratie dans le sens premier étymologique du terme. Parce que là, en fait, la démocratie, c'est toujours les mêmes qui sont en haut. Et puis quand c'est plus eux, c'est leur fils. Enfin, il y a quand même quelque chose de très... Oui, ça devient très compliqué d'avoir confiance dans le pouvoir politique. Même si, moi, je ne demande pas mieux que d'avoir confiance là-dedans, hein, vraiment. Mais alors, il faudrait qu'ils se parlent autrement entre eux. Il faudrait qu'ils parlent vraiment autrement des gens qui sont censés aider. Parce que là, c'est vraiment une catastrophe. La façon dont ils parlent aux gens, en fait, la violence des mots qu'ils utilisent
cautionne la violence dans la société. Bah, si eux, ils parlent comme ça, moi, j'ai le droit d'aller foutre le feu à une synagogue, puisqu'ils parlent comme ça. On a le droit de se détester. Oh, je suis un peu fâché contre un juge, je vais te foutre une bombe devant une synagogue. Oh, bah tiens, c'est vrai, quand même, le grand remplacement. Tu sais quoi, je vais prendre un truc, je vais aller tirer sur des musulmans à la sortie d'une école. Enfin, il y a un truc qui ne va pas juste parce qu'on continue à utiliser des mots qui ne sont pas les bons. Et parce qu'on ne veut pas dialoguer, quoi. Dans ce qui l'émeut, je suis une paysanne, tu parles de révolution quand même. Tu parles du mot, oui. Tu dis à un moment donné, elles font leur révolution. Ouais. C'est une révolution silencieuse à un moment donné de ne plus consommer, de devenir autonome, de ne plus rien attendre. Mais du coup, c'est aussi la fin de l'État. Enfin, l'État-providence, il est fini depuis longtemps, mais c'est la fin du cautionnement de l'État. D'ailleurs, l'État ne donne jamais les chiffres des personnes qui ne vont pas voter. Non, et puis l'État, je pense en plus particulièrement aux deux qui sont dans la province de Luxembourg. La province de Luxembourg, quand les politiciens vont faire leurs bons vœux en janvier, ils passent dans toutes les provinces. C'est rare quand ils passent en province de Luxembourg. Elle est très étendue, il y a peu de monde, c'est pas très grave. Les transports en commun, on n'investit plus trop là-bas. En fait, on n'investit plus trop en province de Luxembourg. On ne l'a jamais fait. Déjà, quand moi j'habitais là-bas, on n'investissait pas trop. Mais donc, ça veut dire que toutes ces personnes sont seules dans leur truc et donc elles doivent choper leur façon de fonctionner. Et en fait, ça fonctionne parce qu'elles font des petites... c'est des petits îlots de résistance, en fait. Des petits îlots de... Parce que c'est pas de l'autarcie. Autonomie, c'est pas autarcie. C'est pas juste, ok, moi je peux survivre à mes trucs. C'est, je sais que je fais ça et le voisin a ça. En coopérative. On va faire du troc. Elle réinstalle la coopérative, finalement. Et c'est ça. Mais sans avoir une coopérative officiellement posée. Mais en tout cas, c'est vraiment du... Ouais, ils se prêtent du matériel d'un voisin à l'autre. Enfin, il y a... Ce sont des pirates sédentaires. C'est vraiment ça. C'est ça. On revient au troc. Et en fait, on revient au bon sens. Et il y a de plus en plus, quand même. Je vois sur Jean Bourg, ça, j'ai vraiment de la chance parce qu'on a un secteur associatif qui est hyper vivant. Mais voilà, il y a des groupes WhatsApp où tu fais, là hier, ok, ma fille, voilà, elle a 18 ans, elle a un problème. Est-ce que quelqu'un aurait des béquilles taille adulte à prêter pour 6 semaines? Bah oui, ok, tu passes chez moi, ok. Ah j'aurais besoin d'une mèche de 8 pour samedi prochain. Ok, tu peux venir chez moi. Et en fait, c'est super parce que tout ça permet de consommer moins. En plus, à partir du moment où tu commences à échanger, là, il y a un gamin qui est venu sonner chez moi l'autre jour pour avoir un bouquin parce que je l'avais pour une lecture scolaire. Et il était tout emmerdé parce qu'il fallait vraiment qu'il l'ait dans les 2 jours parce qu'ici, il était pris trop tard. Et c'est super drôle. C'est que juste, tu as le gamin qui fait là, ouais, tu papotes un peu avec lui, c'est super. Et puis, si ça se trouve, voilà, dans 2 semaines, il va remettre le bouquin avec un petit mot dans la boîte aux lettres. Mais tout ça crée du lien et ça crée du sens. Et ça permet aux gens, parce que quand les gens se connaissent, ils se tuent pas, en fait. Tu vas pas tuer sur... Voilà. On en vient justement à ce qu'on transmet. Toi, est-ce qu'il y aurait 3 références, bouquins, médias, choses que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs, auditrices, en disant, mais lis ça, regarde ça, fais ça, va là. Des endroits, des îlots, tu vois. Ce que j'aime beaucoup, moi, ce qui me meut, justement, ce qui me fait bouger un peu, c'est de voir comment on peut raconter autrement, les nouvelles façons de raconter, etc. Je ne sais pas si tu connais un peu la théorie de la fiction panier. On a encore un peu le temps, je te l'explique en 2 mots. Mais bien sûr, on a le temps. Ok, super. En fait, c'est de nouveau des femmes, et ça vient d'historiennes qui se sont rendues compte... que voilà, tout ce qui se passait, tout ce qu'on a raconté des hommes des cavernes, etc., était un peu moyen. Et en fait, il y a une nana, une autrice américaine de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin, je sais pas très bien. Bref, qui écrit des trucs et qui en fait a fait la théorie de la fiction panier, qui est que en fait, on a toujours pensé, et dans toutes les fictions, dans toutes les histoires qu'on raconte, il y a toujours un héros qui part, qui doit se battre, qui doit avoir des aventures, des trucs, machin, et à la fin il est changé, mais il y aurait eu de la destruction entre-temps. Ça, pour elle, c'est la fiction lance. C'est le principe de ce qu'on nous a raconté, que ce qui est intéressant, c'est les gens qui vont à la caverne, qui vont tuer le mammouth. Alors qu'à la base, les premiers récits, c'est sûrement des gens qui étaient dans les cavernes
et qui allaient chercher des baies et puis qui revenaient. Et donc à un moment donné, ils ont dû créer des trucs. Et le premier outil de l'être humain a sans doute été un panier, ou en tout cas un instrument pour porter des choses. C'est peut-être même une écharpe, tu vois, pour mettre l'enfant, etc. Mais c'est pas une arme pour tuer. C'est d'abord quelque chose pour ramener de l'énergie à l'intérieur de la grotte. Mais il se trouve que, sans doute que leurs histoires étaient moins intéressantes que ceux qui, à un moment donné, parce qu'ils bossaient 15 heures par semaine pour se nourrir, c'est tout. Et après, ils ont fait des peintures, des trucs, et puis il y en a qui ont été chassés, quoi. Maintenant, quand ils revenaient, évidemment, ils faisaient « Oui, j'étais le bison, le truc, oh !» Et tout le monde faisait « Oh, oh !» Et donc, on a oublié qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était aussi d'aller chercher les baies. Et Ursula, elle veut retourner sur une façon de raconter qui soit plus nuancée, beaucoup plus, qui soit moins destructrice, qui soit plus dans la réconciliation et dans le vivre ensemble. C'est génial parce qu'elle essaye de faire ça dans de la science-fiction, donc c'est quand même vraiment chaud patate. Et de là, il y a des gens comme Alice Zeniter qui ont écrit des bouquins, qui a écrit L'art de perdre, etc., qui est magnifique sur le conflit franco-algérien, etc., et sur comment on se construit quand on a bougé. Mais alors, il y a surtout une autrice islandaise qui s'appelle Audur Ava Ólafsdóttir. Ça ne s'invente pas. Tu l'as répété plusieurs fois, celui-là. Oui. Ça fait, Audur, ça fait Ava. 2 ans que je la lis, c'est seulement maintenant que je retiens le nom. Audur, A-U-D-U-R, Ava ou Ada, enfin bref, voilà, Ólafsdóttir. On mettra le lien dans... Voilà, et son bouquin s'appelle Éden, parce qu'elle en a écrit plusieurs, mais Éden, c'est d'une beauté. En fait, les phrases sont très simples, et donc là, justement, elle montre à quel point... C'est toute une réflexion sur le langage, sur les langues qui disparaissent, etc. Parce qu'en Islande, voilà, l'islandais n'est plus beaucoup pratiqué. Donc il y a plein de mots en islandais, de montrer pourquoi ça disparaît. Et en fait, c'est des phrases très très simples, des situations basiques. On dirait qu'elles survolent quelque chose et ça parle de migration, ça parle de soins de la terre, ça parle de réchauffement climatique, ça parle de deuil, ça parle de harcèlement. C'est d'une richesse et d'une beauté qui est hallucinante, vraiment. C'est très très beau, Éden. Voilà, ça je conseille. Merci vraiment pour ces très fort. références. Moi je t'en prie. On arrive à la fin et on a 3 questions. Ah. 3 questions clés, Voilà. quelques classiques. La première question, c'est, après toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace finalement à l'humanité ? Alors, le moins possible de traces, dans la mesure où si je pouvais me faire humuser quelque chose, enfin bref, ne pas laisser de... Tu vois, on dit, ah bah ouais, ça c'est la vieille bagnole de Christelle qui pollue le truc. Le moins de traces possible, peut-être une fierté pour mes neveux, nièces et puis mon beau-fils là. Une petite fierté ou peut-être un truc en se disant, ah, en fait ça peut être joyeux aussi de lutter. Parce que l'air de rien, on a parlé sérieusement tout le temps là, mais je ris beaucoup, hein. Je ris vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on s'était même dit, tiens, on peut Ouais, déconner. on va faire a été dire des super conneries. sérieux. On a hein. été super On a sérieux. été super sérieux. On a été super sérieux. Il fut un temps, on l'était moins. Ouais, et On ça l'a existe encore. Ça encore. existe encore. Ouais. C'est Oui, juste mais ici. donc en fait c'est très très joyeux. C'est le lieu qui prête à ça. Ouais. On est bien chez Sparks. Hein. Ça c'est un lieu très sérieux. On est Non, très pas bien que, ici. pas que, on peut très On bien est très rire bien aussi. ici. Oui. Mais oui, il y a vraiment. Mais on a pris la boardroom ici, tu vois. On est dans la salle où on prend les décisions. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça. C'est que tu sais, t'as peur de foirer la décision. Quoi. Ah ouais, c'est sérieux. Hein. Ouais, c'est sérieux. On sent le poids des choses. Oui, quand même. Mais donc oui, quand même de se dire, ah tiens, il y a moyen de résister si ça se fait joyeusement. Et surtout, la joie permet de relativiser, quoi. Oui. Mais ça, mes grands-parents, ils étaient forts pour ça. Ma grand-mère, c'est vraiment, ok, plus c'est grave, plus il faut qu'on essaye de trouver un moyen d'en rire, parce que sinon on s'en sortira pas vivant. Ça se transmet, je crois, Donc, la voilà. joie aussi. Hein. C'est un héritage qu'on... Sans doute, oui. Sans doute. Alors que j'étais assez triste, moi, quand j'étais petite. Je suis pas une fille très rigolote jusqu'à mes... L'adolescence a commencé à faire, ah tiens, c'est sympa de rire. Mais donc, voilà. Les cigarettes qui font rire, tout ça. Non, Non. j'ai même pas pris trop ça. J'avais des soucis de tension avec ça, moi, donc j'ai pas pris. Ah. Moi, j'ai fumé des clopes, mais j'ai arrêté il y a 2 ans. C'est bien. Je bois encore de la bière. De temps en temps, quand même. Oui. Non, peut-être. Ben oui. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux laisser vraiment à ta famille ? Tu as déjà un peu répondu. Oui. C'est super compliqué. C'est super compliqué parce que j'étais à un enterrement ce matin et je me dis, waouh, la nana qui part là, elle laisse à ses enfants des trucs, des valeurs de fou. Elle a laissé une lettre de dingue et tu vois que les gens, en plus, je connais super bien son fils puisque c'était lui que je venais soutenir. Elle savait qu'elle partait ?
Oui, c'était prévu. Et puis voilà, ça a été long et ça a été dur et voilà. Et elle a laissé une lettre splendide pour ses enfants. Et je me dis, waouh. En fait, on sait qu'on fait des conneries, tu vois. Moi, je sais que je fais plein de choses qui sont pas bien, et que j'espère ne vont pas, tu vois, porter préjudice aux gens qui sont à côté de moi en disant ah ouais mince, peut-être que je lui ai fait peur là-dessus ou quoi. Je voudrais laisser une certaine légèreté, tout en ayant la conscience du monde dans lequel on vit. Donc pas trop vite s'extraire non plus de ce qu'on est, même si franchement la tentation elle est de vraiment faire semblant, on se barre, on prend ses affaires et on se casse. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. Non. Non, ou alors faire vraiment une connerie, et ça faut vraiment pas faire. Faut essayer de garder le plus possible le contact avec les gens qu'il y a autour. Je suis biberonné au collectif, moi. Donc vraiment, c'est ça, en fait. Si je pouvais laisser quelque chose, ce serait l'amour du collectif. Tu sais pas quoi faire, t'as l'impression que collectif. Fais-le ensemble. Oui. C'est ça. Si tu dois te perdre, perds-toi ensemble. Mais si t'as rien à faire, demande à quelqu'un, il trouvera bien quelque chose pour toi. Oui, et puis si t'as rien à faire, va à côté de quelqu'un qui n'a rien à faire non plus. Ne faites rien ensemble. Mais en tout cas, pas tout seul. Ça, c'est important. Parce que sinon, en fait, une personne toute seule, c'est pas très intéressant. C'est très... Enfin, moi, je me trouve pas particulièrement intéressante. Par contre, dès qu'on est dans un groupe, je sais que je peux avoir des capacités, tu vois. Mais seul. Dernière question, Christelle. Et Dieu dans tout ça? Alors Pascal Claude, bonsoir. Dieu dans tout ça. Mais il fait, écoute, je pense que si cette personne existait, qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est pour toi? Toi? Ben moi, Dieu, non. Il n'y a pas de Dieu tel qu'on l'entend en tout cas. Par contre, oui, la spiritualité, savoir exactement quoi. Je peux passer des plombes à regarder dans mon jardin, parce que j'ai un jardin maintenant, donc j'habite plus à Bruxelles. Et à regarder passer ce qui se passe. Là, on est au printemps, c'est une saison de dingue, quoi. C'est une des saisons les plus spirituelles pour moi. Tu vas te promener au bord d'un Ravel, il y a les aubépines qui commencent en fleurs, tu as des espèces de cathédrales d'arches comme ça, où tu passes au milieu des trucs, ça sent bon, il y a les fleurs qui ressortent. Ça, c'est, voilà. La cathédrale, pour moi, elle est plutôt dans la forêt ou dans le... Voilà. C'est mon côté province de Luxembourg. Mon côté redonné, ça. Ouais. Mais voilà, Dieu, c'est plutôt... c'est ce qui vit autour, en tout cas. Pas quelque chose qui n'est pas visible et qui pourrait peut-être... Et surtout qui fait peur avec un langage, parce que le langage catholique, il est d'une agressivité. Et donc, en fait, c'est pas le mot qui pose problème, c'est la façon dont il a été détourné, ce mot. Oui, et puis même, tu vois, rester tous et toutes bloqués sur un vieux bouquin qu'à 2500 piges, là, je veux dire, quand tu lis vraiment les mots, c'est d'une violence rare. Dieu ou la nature, plutôt la vie. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, si c'est Dieu ou la nature, c'est de la nature, de toute façon. Ça, c'est sûr, avec tout ce qui vit. Oui, avec tout ce qui existe. Respecter le vivant. Bon, ouais. Ça, c'est ta spiritualité. Ça, la base. Même le sentir quand on marche sur un sol... Bon, alors sur le béton, c'est compliqué, mais voilà, tu vas marcher dans la prairie, tu le sens, le truc. Hein. Avec quoi tu veux terminer pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, peut-être dans les embouteillages, au carrefour de Halle ou... Parce que quand on vient sur Bruxelles, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi? Justement, pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais... En fait, respectons-nous. Alors, j'ai l'impression que pour se respecter soi-même, il faut respecter tout ce qui est autour. Parce que je pense que la haine, c'est pas faire preuve de respect pour nous. Et vraiment, je vais rester sur cette phrase de Olivier Hamon qui, moi, me fait triper depuis que je l'ai entendue il y a un mois, là. Le pigeon est un dinosaure qui a réussi, quoi. Bon sang, soyons médiocres et fiers de notre médiocrité. Restons au milieu, n'essayons pas d'être des champions du monde et des trucs, on s'en fout. C'est une pression inutile qu'on se met, alors qu'on pourrait être joyeux tous ensemble en étant un peu... ce serait bien. Bien, merci Christelle pour cet entretien. C'était encore un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous toutes et tous qui nous écoutez, les 7 ou 8 personnes qui sont là en train d'écouter ce long podcast. N'oubliez pas également, nous sommes chez Sparks, on les remercie pour cet accueil. On est en plein milieu de Bruxelles et on pourra même y venir en train, c'est fantastique. Et vous, quoi que vous fassiez, faites-le bien et surtout éteignez vos télés. À bientôt.